Il y a des poètes dont les mots apaisent, et puis il y a ceux dont les mots sont des armes. Aujourd'hui, on explore la plume révolutionnaire de l'un d'entre eux, David Diop. Allez, commençons par la fin avec cette question qui plane sur sa mémoire depuis plus de 60 ans. David Diop a-t-il été assassiné? C'est le mystère qui a défini sa mort bien trop précoce. Alors les faits, les voilà. Brut de décoffrage, le 29 août 1960, un avion s'écrase au large de Dakar. Le bilan est terrible, aucun survivant. Et à bord, il y avait David Diop, et pertinence pour la littérature, tous ces manuscrits encore inédits. C'est une vie, et surtout une œuvre immense qui allait venir, qui ont été anéantis comme ça, en un instant. Pour vraiment saisir toute l'histoire, il faut commencer par là, par cette mort si mystérieuse. Mais pourquoi suspecter un acte criminel? Eh bien, pour le comprendre, il faut qu'on remonte un peu le temps, qu'on découvre qui était David Diop, et surtout, qu'on réalise à quel point sa plume, ses mots, étaient devenus une véritable menace pour le pouvoir en place. Alors, qui était-il, cet homme dont les mots pouvaient déranger au point de faire naître de tels soupçons? C'est ce qu'on va voir, la genèse d'un révolutionnaire. Le parcours de David Diop, c'est vraiment celui d'une conscience en plein éveil. Né en France, d'un père sénégalais, d'une mère camerounaise, il est très vite confronté à la maladie. Et c'est là, dans ces moments d'isolement, qu'il va découvrir la littérature. Mais le vrai tournant, le voilà. Sa rencontre avec une immense figure, Léopold Sédar Senghor. Et puis, c'est le choc. Il part enseigner au Sénégal, et là, il se prend la réalité du colonialisme en pleine figure. C'est cette expérience qui va tout changer, qui va forger l'homme, et bien sûr, le poète. Mais Diop ne part pas de rien, non. Il s'inscrit dans un mouvement intellectuel vraiment puissant, la négritude. Et attention, ce n'est pas juste un mouvement littéraire, c'est un véritable projet politique. Réhabiliter la culture africaine, affirmer une fierté noire et bien sûr dénoncer l'oppression coloniale. C'est de là, de ce terreau si fertile, que sa poésie va tirer toute sa force. Et cette conscience qui s'éveille, elle va se matérialiser, se transformer en une arme littéraire, son unique recueil, Coup de pilon. En 1956, donc, Diop publie ce livre, et rien que le titre, c'est une déclaration d'intention. Un coup de pilon, ça ne caresse pas, hein. Ça frappe, ça brise, ça réduit en poudre. L'intention est limpide. Ce livre a été pensé pour être un choc. Et ce choc, il est structuré, pensé en 3 temps. D'abord, la dénonciation. Il faut exposer la brutalité du système, comme il le fait dans son poème « Les vautours ». Ensuite, la réhabilitation. Il s'agit de célébrer la grandeur passée de l'Afrique pour reconstruire une fierté, ce qu'on retrouve magnifiquement dans le poème « Afrique ». Et enfin, l'appel à l'action. Parce que sa poésie, ce n'est pas une plainte, non, c'est un cri de ralliement, une exhortation à la lutte. Ok, mais concrètement, comment ça marche cette poésie? Quelle est sa mécanique? C'est ce qu'on va voir, la poésie comme une véritable stratégie de combat. Prenons cet exemple tiré du poème Le temps du martyr. La structure est d'une simplicité presque déconcertante. Il n'y a aucune fioriture, aucune métaphore pour adoucir le propos. C'est direct, c'est brutal, c'est accusateur. Chaque mot est un coup. Les spécialistes ont d'ailleurs un mot pour cette technique, le pathémique. Mais attention, il ne s'agit pas juste de balancer de l'émotion. C'est bien plus malin de ça. C'est l'utilisation stratégique de l'émotion comme une arme. Le but, c'est de rendre l'injustice insupportable, de scandaliser pour forcer une réaction. L'émotion devient ici un véritable levier politique. Sa stratégie, elle repose sur des piliers très clairs. D'abord, l'accusation directe, avec des mots crus qui ne laissent aucune place à l'interprétation. Ensuite, une clarté brutale, pas de métaphore compliquée qui pourrait diluer le message. Et enfin, le but ultime, la scandalisation. Il ne veut pas qu'on s'habitue à l'horreur, il veut qu'elle reste un scandale, qu'elle soit inacceptable. On comprend beaucoup mieux maintenant pourquoi cette plume était jugée si dangereuse. Et tout ça, bien sûr, nous ramène inévitablement à la question du début, une voix réduite au silence. Et c'est en 1958 que tout bascule. La poésie devient action pure. Diop ne se contente plus d'écrire, il s'engage corps et âme. Il rejoint Sékou Touré en Guinée, le leader qui venait de dire un nom retentissant à De Gaulle. À ce moment-là, Diop devient un artisan de ce qu'on appelle la décolonisation mentale. Il n'est plus seulement un poète, il est un acteur de la révolution. Et c'est là, dans ce contexte politique explosif, que sa mort survient. À peine 2 ans plus tard. Alors on a quoi? D'un côté, le verdict officiel de l'enquête, cause indéterminée. Une conclusion qui, en fait, ne conclut rien du tout. Et de l'autre, cette conviction, partagée par beaucoup, que la plume d'un poète aussi engagé dérangeait beaucoup trop de monde pour que sa mort soit un simple accident. Alors, accident ou assassinat?
Le mystère reste entier. Mais son œuvre, elle, a survécu. Et c'est ça l'écho qui demeure. D'ailleurs, son poème le plus célèbre, Afrique, offre sans doute la meilleure conclusion. Il y décrit l'Afrique comme un arbre qui repousse, patiemment, obstinément, et dont les fruits acquièrent l'amère saveur de la liberté. Voilà, une liberté qui se conquiert dans la douleur, un combat qu'il savait long, qu'il savait difficile. La perte de ses manuscrits dans le crash, ça reste une tragédie littéraire immense, c'est certain. Mais au fond, la véritable question qui reste, c'est celle-ci. Une voix aussi puissante, une voix qui a su faire des mots une arme pour l'émancipation. Est-ce qu'elle peut un jour être vraiment, totalement, réduite au silence ?